mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à toutes et tous. RED-Jeunes, R-E-D pour Rassemblement pour l'égalité et la démocratie. C'est le nom d'une association d'aide aux jeunes de banlieue, aux jeunes des quartiers, qui est née en banlieue parisienne il y a quelques années et dont je reçois aujourd'hui le secrétaire national, Yacine Benyetou. Bonjour. Bonjour. Yacine Benyetou. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous lancez ces temps-ci, c'est votre actualité, une campagne contre les violences entre jeunes des quartiers, contre les RICS. On va en parler, mais peut-être d'abord quelques mots sur cette association, sur sa vocation, sur les circonstances de sa naissance, sur son implantation. Ouais, complètement. Donc RED-Jeunes, c'est une association qui est née il y a 4 ans, dans une histoire de rupture à l'époque avec le Parti communiste français, avec les jeunesses communistes aussi, en banlieue parisienne. Donc une histoire de rupture sur fond idéologique, très clairement, en raison justement du refus du Parti communiste de se clarifier sur les questions liées à l'islamophobie ou aux violences policières, des sujets qui touchent principalement les jeunes issus des quartiers populaires justement. Donc ça s'est principalement fait dans le 94 à l'époque, dans le Val-de-Marne, où il y a eu cette rupture totale avec le Parti communiste. Et quand je parle justement de refus de se clarifier, je pense notamment à Fabien Roussel, quand il pouvait marcher avec les syndicats de police Alliance il y a quelques années de cela. Mais cette rupture, justement, elle s'est avérée nécessaire aussi localement, parce qu'on pense parfois que Roussel ne représente pas tant que ça le PC. Bien sûr, il est majoritaire, sinon il ne serait pas secrétaire national. Mais il y a des jeux d'alliance, on connaît tous des communistes qui ne sont pas du tout d'accord avec Roussel. Localement, dans la vie de votre association, vous êtes confronté à des gens qui étaient sur cette ligne crypto-raciste, disons. En réalité, il y a de nombreux maires aujourd'hui communistes de ce qui reste de la banlieue rouge qui ont une ligne politique qui est très très bonne. Mais malgré tout, on se retrouve dans une situation où il y a des jeux de pouvoir à l'échelle de l'Île-de-France qui font que c'était beaucoup trop compliqué de continuer en tant que jeunesse communiste. Et dans tous les cas, c'est ce que je dirais pour la suite de la présentation de RED-Jeunes, on a eu tout intérêt à le faire, on a eu tout intérêt à se séparer justement à la fois du Parti communiste en tant que parti qui prône une idéologie qui n'est pas la nôtre, qui a à plein des égards justement a abandonné depuis bien longtemps les quartiers populaires, mais en réalité, même avec la forme parti en tant que telle, on a, je pense aujourd'hui, bien fait de marquer une rupture, parce qu'aujourd'hui, nous, notre organisation collective, en réalité, le nom n'est pas très important. Ce qui compte, c'est l'espace politique que RED-Jeunes représente. Un espace politique pour des jeunes issus des quartiers qui se retrouvent parfois plus dans l'associatif. Moi, j'ai des jeunes adhérents qui aiment bien dire, nous, ce qui compte pour nous, c'est quand on fait de la solidarité concrète. Et nous, notre but avec RED-Jeunes, c'est justement d'essayer de tirer le fil entre les milieux d'organisation associative, d'organisation autonome, pas politique au sens premier du terme. C'est ce que j'allais dire, l'autonomie, voilà. Ce que vous décrivez, c'est un choix d'autonomie qui fait penser à ce que, par exemple, le QGD colonial bien sûr, préconise. On s'inscrit dans la stratégie d'autonomie politique, mais nous, avec le public particulier des jeunes des quartiers, mais bien sûr dans une continuité de l'histoire qui a été construite depuis maintenant des décennies dans les luttes des quartiers populaires. Ouais. Je pense au QGD colonial, je pense à l'époque au MIB, je pense aux marcheurs de 83. Le MIB, c'était quoi? Le mouvement de l'immigration et des banlieues. Je pense aussi au Front uni de l'immigration et des quartiers populaires. Enfin voilà, il y a eu plein de collectifs qui se sont créés ces dernières décennies de la part de personnes qui ont l'âge d'être pour moi mes grands frères ou parfois mes parents, qui ont construit les premières luttes des jeunes issus de l'immigration. Nous, ce qu'on s'est dit, voilà, il y a quelques années de cela, c'est que on est un peu cette troisième génération de jeunes issus de l'immigration, parqués en grande partie dans des quartiers populaires, et à un moment donné, on s'est dit il est nécessaire que on arrive à constituer un espace politique d'autonomie, de formation pour une jeunesse qui, je vais vraiment l'appuyer beaucoup dans mon propos, et je vais aussi en parler en lien avec la question des RICS, c'est que fondamentalement, la jeunesse des quartiers populaires, en mon sens, est celle
qui a le plus d'intérêt à ce que le système capitaliste de domination aussi raciale tombe. Cette jeunesse des quartiers populaires, elle a aussi un potentiel révolutionnaire qui dépasse largement ce que sont capables de produire à la fois les syndicats étudiants, lycéens et compagnie. Pourquoi ? Parce que, en fait, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on l'a vu quand Naël est mort. Cette jeunesse, elle n'a rien à perdre. Alors ça implique que parfois, justement, elle n'a rien à perdre, donc elle se tue entre elles dans des rixes, dans des violences. Mais elle n'a rien à perdre face à ce pouvoir, face à ce pouvoir capitaliste qui lui laisse rien, qui lui retire tout. Et donc cette jeunesse-là, c'est celle qui a le plus d'intérêt, même de classe, à ce que ce système bascule. Il y a une double logique, en fait. Il y a la logique antiraciste et la logique de classe. Ah, complètement. Et si on repart de l'autonomie qu'on évoquait, ça veut dire finalement avoir conscience, certes, qu'il y a une logique de classe générale qui est engagée, mais qu'à l'intérieur de cette logique, il y a un cas spécifique, celui des gens issus de l'immigration, qu'on peut appeler les racisés si on veut, ceux qui sont l'objet de toutes sortes de formes de discrimination. Et la nécessité de l'autonomie, si je comprends bien, vient du fait que cet aspect-là doit être pris en compte, et c'était pas vraiment le cas dans des formes d'antiracisme antérieures. En fait, c'est un peu le truc un peu antinomique qu'on a à gauche depuis toujours. C'est soit la classe, soit la race, l'opposition entre les deux. Ouais. Fabien Roussel, la France des tours et des bourgs. François Ruffin, pareil. Donc, c'est class first. On doit oublier toutes les questions de domination raciale. Et même de l'autre côté, où on parle parfois des quartiers populaires uniquement par le prisme de la lutte contre les violences policières ou l'islamophobie. Alors que la réalité, c'est que le prolétariat des quartiers populaires, c'est un prolétariat qui majoritairement d'ailleurs vote à gauche quand il vote, donc qui a conscience de sa classe, voilà, et il y a une nécessité, enfin, je veux dire, moi je viens de quartier populaire, j'ai grandi dans le 78, je suis petit-fils d'ouvrier, je suis fils d'une maman qui a une famille monoparentale, donc nous tout est imbriqué, enfin tout est constamment imbriqué, enfin c'est discrimination à l'embauche, mais quand on exerce des travaux, enfin un travail, c'est un travail qui est de l'ordre du sous-prolétariat, enfin, pour être honnête, c'est des travaux très peu qualifiés, très compliqués, très précaires, fatigants pour le corps. Donc, il y a la nécessité de comprendre et l'imbrication de tout ça, parce que moi, ce que je dis très souvent, c'est que, justement, en étant dans cette un peu idéologie class first, sans comprendre les mécanismes de domination raciale, c'est que, vous savez, la gauche, quand elle a été aveugle à ça, elle a permis justement que d'autres choses arrivent dans les quartiers populaires, notamment la question de l'ubérisation et la question justement des travailleurs des plateformes. C'est l'attrait du néolibéralisme. C'est en fait. Chacun a sa chance, chaque individu tout seul peut espérer s'en sortir. Et c'est ce que j'allais vous dire quand vous dites finalement on n'a rien à perdre. Il y a quand même une logique néolibérale qui gagne, qui fait miroiter, y compris aux gens issus de l'immigration qui sont discriminés de fait, la possibilité quand même qu'au moins certains d'entre eux s'en sortent et qui peut éventuellement leur faire adhérer finalement à un consensus autour du système. Mais si vous voulez, le système bourgeois, racial, il a toujours su faire émerger des tokens, des petites personnes qui réussissent pour permettre... C'est la tokenisation. Voilà, la tokenisation. Fanon parlait d'une certaine bourgeoisie colonisée qui permet au système colonial de perdurer. On y est dans les quartiers populaires. Le fait que le néolibéralisme gagne du terrain sur la bataille culturelle des idées, c'est clair. Et si vous voulez, c'est aussi en grande partie, à cause d'une certaine gauche qui n'a pas su comprendre justement que quand on est prolétaire et racisé, on subit une double peine. Et de fait, c'est encore plus dur et que du coup, on a des discriminations à l'embauche. Et que du coup, quand il y a un Macron 2017 qui arrive et qui nous promet l'enrichissement via l'auto-entrepreneuriat, parce qu'on ne trouve pas de travail, parce qu'on peut envoyer 100 CV sans rien recevoir en retour. Ce qui est un piège, parce que l'ubérisation, en réalité, c'est un appauvrissement de long terme. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas reprocher à des jeunes, et c'est ça que je déteste, moi je déteste la culpabilisation à outrance de jeunes qui juste, en fait, sont vraiment les victimes d'un système libéral, d'un discours. Et nous, si on ne produit pas un contre-discours face à ça, un contre-discours qui lie les questions de race et de classe, un discours qui
justement parle des conditions de travail et parle de l'accès justement à un travail digne pour cette jeunesse issue de l'immigration, on n'arrivera à rien. Et vraiment, je le dis, c'est les incohérences, c'est les absences de la gauche sur la question du racisme systémique, que ce soit dans le travail et dans les études, dans l'accès justement à l'enseignement supérieur. C'est les absences de la gauche qui ont conduit justement toute cette jeunesse à devenir des travailleurs des plateformes, Uber, Hitch et compagnie. Voilà, je le dis, c'est très très important. Et je vais aussi te donner peut-être une note d'espoir dans tout ça. La réalité, c'est que certes, on perd du terrain sur la bataille des idées. Le néolibéralisme gagne constamment. C'est ça aussi qui pousse des gamins à se tuer, quoi. Enfin, parce que c'est le modèle aussi du virilisme mafieux, c'est ça, qui est en fait commun avec celui du néolibéralisme à certains égards, parce que c'est les mêmes qualités qu'on demande, d'agressivité, d'égoïsme, pour réussir dans le milieu économique et dans le milieu de l'économie illégale, quoi. Bien sûr, mais c'est pas pour rien qu'il y a des gamins de 15 ans qui tombent dans l'argent facile, dans la drogue, à 15 ans, quoi. Enfin, c'est pas anodin. Enfin, on a des jeunes pour qui, et parce que l'État bourgeois capitaliste met ça en tête de nos jeunes, dès l'école, parce que l'école fabrique les inégalités et fabrique justement ce récit de la réussite individuelle. La réussite individuelle, c'est faire beaucoup d'argent, c'est tout seul réussir, monter sa propre entreprise, tout ça. Et si on n'y arrive pas, donc c'est de sa faute individuelle. Si on n'y arrive pas, c'est de sa faute individuelle. Donc derrière, on a des jeunes qui se branchent vers d'autres leviers de financement, donc vers l'illégal. Tout récit de réussite collective disparaît petit à petit. De réussite en tant que communauté sociale disparaît. Mais je disais ça parce que voilà, c'est ce discours-là qui pousse à ce qu'il y ait des jeunes à la fois qui rentrent dans l'illégal, des jeunes qui, pour le nom d'une rue, pour un quartier, vont tuer d'autres jeunes. Parce qu'en fait, quand il ne nous reste plus rien à part le nom de son quartier, sa bande de potes, ça devient une identité, c'est ça? C'est la seule identité qui nous reste, en fait. C'est une appartenance. En fait, c'est la logique des gangs. Mais complètement. Et en fait, c'est là qu'on trouve le dernier levier de dignité, en fait, en réalité. Quand on perd tout, quand il y a des maisons de quartier qui ferment constamment, des MJC qui ferment, quand la fête de... Moi, je viens d'une ville où, vraiment, j'ai pas de mal à dire qu'il y a une sorte de socio-apartheid qui se met en place depuis 30 ans. Sartrouville, dans le 78, où il y a 2 villes aujourd'hui qui sont totalement mises en place et où toutes les activités en fait qui permettent de créer une communauté sociale à l'échelle de la ville sont au centre-ville, donc la zone un petit peu, pas prolétaire, quoi, la zone un petit peu plus bourgeoise de la ville. C'est là-bas qu'on va trouver toutes les activités, la fête nationale, tout ça, tout ce qui permet de se créer une conscience d'appartenir à une ville et au centre-ville, et pas dans les zones plus prolétaires. Et donc dans les zones plus prolétaires, l'urbanisme lui-même a été pensé pour diviser les quartiers entre eux, avec des barrières, des portiques entre chaque quartier, tout ça, la fermeture de tous les espaces communs. Et donc, après, on veut reprocher justement à des jeunes, et la réponse de l'État depuis 20 ans, c'est d'arriver dans des quartiers pendant 2 jours pour faire des opérations de communication place nette en disant qu'il faut dégager. Je pense à Sarkozy qui voulait les nettoyer au Karcher, mais je pense aussi à Darmanin qui va à Marseille il n'y a pas très longtemps quand il était ministre de l'Intérieur pour des opérations place nette, à Bruno Retailleau également. Donc c'est de la com. On traite, si vous voulez, c'est d'une violence aussi sans nom, place nette, Karcher, on traite cette jeunesse comme des bactéries à dégager. Mais de l'autre côté, on n'est pas capable d'avoir un récit, de construire aussi des politiques publiques qui permettent à cette jeunesse déjà à la fois à l'échelle du quartier de se sentir faire partie du quartier, de se sentir faire partie de la ville, de se sentir faire partie de l'État, de la nation. Si État-nation il y a, dans ce cas-là, il faut y inclure tout le monde. Mais sauf que le problème, c'est que on a un État-nation racial qui se crée de plus en plus. D'où la logique qui est promue en ce moment à gauche de la gauche, d'une forme de nouveau patriotisme de la France, mais d'une France de gauche qui met en avant ces problèmes-là et qui offre une identité non raciste, non raciale à tout le monde. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, et c'est pour ça que je me retrouve bien sûr totalement dans cette perspective-là, et je fais partie du collectif Faire Bloc, Faire Peuple. C'est ça. Pour la marche du 16 novembre. Moi, je me suis jamais senti autant chez moi que soit dans mon quartier, soit dans le bateau quand on allait en Algérie. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on est avec celles et ceux qui ont le même récit que nous.
exactement le même. C'est-à-dire le récit alors c'est un récit français en fait, c'est un véritable récit français, le récit d'une jeunesse issue de l'immigration post-coloniale, de grands-pères parfois qui ont vécu dans les mêmes bidonvilles dans la banlieue proche parisienne, et puis de parents qui ont exercé des métiers pénibles. Ce récit-là, c'est un récit français, c'est le nôtre, il est invisibilisé et il y a des mémoires justement qui sont absentes de ce qu'on nous apprend à l'école, mais c'est un récit français. C'est pas un récit d'ailleurs. C'est pas un récit d'ailleurs, c'est un récit français, tout ça. La guerre d'Algérie, c'est un récit français. Enfin, c'est un récit français. Pour ceux qui aujourd'hui, en tout cas, pour ceux sont le fruit de cette histoire et vivent en France. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que c'est nécessaire de revendiquer ça. Moi, je me sens chez moi justement avec cette jeunesse issue des quartiers populaires, qui 1 mois ou 2 mois dans l'année retrouve ses racines dans son pays d'origine. C'est un truc qui est commun. Voilà, nous, on n'est pas... Enfin, moi, j'ai la double nationalité, par exemple, mais je suis pas... voilà, j'ai pas la vie, j'ai pas l'histoire d'Algériens qui vivent en Algérie. J'ai la vie d'un jeune issu d'immigration postcoloniale algérienne. Et c'est très différent. C'est différent, c'est totalement différent. Mais alors si on en revient au RAID, donc à ce Rassemblement pour l'égalité et la démocratie, RAID Jeunes, qui s'adresse justement à ces jeunes des quartiers populaires qui finalement sont relégués et qui n'ont pas d'autres ressources communautaires que parfois des formes justement de sociabilité violente, à la fois néolibérale au plan économique et individualisant, mais de type mafieux aussi par leur violence. J'imagine que c'est ça en fait finalement votre public, ce sont ces jeunes-là qui sont votre objectif. Bah, si vous voulez, ça serait pas, les jeunes des quartiers populaires seraient pas entre guillemets ma priorité si j'y voyais pas en fait moi j'ai une solidarité sans nom pour ces jeunes qui me ressemblent, parce que je sais que c'est eux qui ont la possibilité aussi d'avoir la conscience de classe la plus aboutie. On a beau dire autant qu'on veut que les jeunes des quartiers vont pas voter, qu'ils votent jamais, qu'ils en ont rien à faire de ce qui se passe, tout ça, avoir tous ces discours stigmatisants. Les jeunes de quartier, à travers toute la France, ils sont capables de se lever, comme personne ne le fait, lorsqu'un autre jeune se fait tuer à Nanterre, il y a 2 ans de ça. Moi, dans mon quartier, il y a eu écrit, tagué un peu partout, 78-9-2, parce que je viens du 78, donc, et Naël vient du 92 à Nanterre. 78-9-2, justice pour Naël, partout. En fait, on n'a pas de leçon à recevoir de la part de partis de gauche qui nous verraient comme soit des réserves de voix, soit des nuisibles, je ne sais rien. On n'a pas de leçon à recevoir parce que on sait s'organiser, on sait créer de la solidarité à l'échelle du quartier, on sait... Enfin, si vous voulez, même les jeunes parfois qui sont dans l'illicite sont ceux qui vont aller monter les courses d'une maman qui peut pas les monter parce qu'il n'y a pas un ascenseur en panne. C'est-à-dire que chez nous, c'est pas des réflexes réfléchis, c'est des réflexes... cette solidarité communautaire, c'est pas des réflexes, c'est pas réfléchi, c'est des réflexes instinctifs, épidermiques carrément. Enfin, c'est normal de le faire parce que c'est une question de survie politique et sociale. C'est normal d'être solidaire, c'est normal moi, par exemple, dans mon quartier, il y a une maman qui a vécu des violences conjugales et aujourd'hui qui est toute seule avec 7 enfants parce que son ex-mari, est en prison. Et elle a un peu de mal à s'occuper de ses enfants. Et elle peut compter sur tout le monde. Quand il y avait des problèmes avec son ex-mari, elle pouvait aussi compter sur tout le monde. Elle pouvait compter sur cette solidarité pour mettre ses enfants en sécurité. Parce que tout le quartier s'occupait d'elle. Avec ces quelques mamans et d'autres jeunes de partout en Ile-de-France, on a l'objectif avec Red Jeunes d'organiser un camp d'été dans les prochains jours, fin juillet. Si vous saviez, ce qui s'organise pour qu'on arrive à le faire, c'est une maman qui connaît un tel qui peut nous arranger pour avoir un car, tout ça. Et c'est tout un écosystème de solidarité qui a une puissance politique inimaginable. Je le dis véritablement parce que pour nous, c'est une question de survie. C'est une question de survie. Donc on n'a pas le choix que d'être solidaires les uns avec les autres. Et nous, ce qu'on essaye de créer avec Red Jeunes, c'est que cette solidarité, ce lien social existe à travers, déjà dans un premier temps,
toute l'Île-de-France, en faisant que des gens se rencontrent, se connectent, et dans un second temps, peut-être un jour à l'échelle de tout le pays. C'est ça, je vais vous poser la question, parce qu'il y a aussi des banlieues, des quartiers populaires, voilà, dans beaucoup d'autres grandes villes de France. Pour l'instant, vous n'en êtes pas au stade d'une fédération, disons, qui dépasse l'Île-de-France. C'est déjà beaucoup. Ouais, si, alors on a déjà deux fédérations hors Île-de-France. On en a une qui est à Nantes, qui n'est pas en tant que tel Red Jeune, c'est un collectif de jeunes de quartier qui a rejoint Red Jeune. C'est un collectif associatif. Et on a une section dans le Nord, à Roubaix. D'accord. Donc voilà. Et là, l'objectif, c'est un peu de mettre tout ce beau monde en vacances ensemble quelques jours pour qu'on ait des discussions, de la formation, de l'éducation populaire, réinvestir tout ça, en fait. On pense que c'est par là qu'on va réussir. On n'a pas de recette miracle. Enfin, c'est justement moi, on m'a toujours appris que d'être de gauche, c'est essayer de planifier un peu un modèle de société, et être de droite, c'est de s'adapter constamment. Voilà. Nous, on essaye de proposer un modèle de société qui met du temps, qui est laborieux, mais on met des jeunes qui se rencontrent, qui parlent entre eux, qui essaient de créer du lien social. C'est compliqué, c'est pas la recette politique à la violence, c'est pas la recette politique à l'abstention pour les votes. On cherche pas à répondre à ça tout de suite, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est pas les court terme. C'est ça, c'est le long terme. Politique du long terme, c'est ma vision des choses. Et si on a si on a une chance, en tant que jeunes issus des quartiers, c'est qu'en fait, on a des espaces qui existent, qui ont été construits par d'autres générations avant nous, de militants des quartiers. Et nous, il faut qu'on ait conscience de notre jeunesse comme étant une force politique. En fait, on a le temps de construire. Donc il faut bien construire, il faut construire des belles bases, des bonnes bases, arrêter d'avoir une vision électoraliste, je veux dire d'aller chercher des jeunes uniquement pour les élections, Non, il faut réussir à constituer des espaces politiques pour ces jeunes qui veulent s'engager, qui font de l'associatif, Il faut réussir à construire ces espaces-là, à ces espaces de formation politique aussi. Et voilà. Comment est-ce que vous vous y prenez alors là pour cette campagne particulière dans laquelle vous êtes engagé contre les violences des jeunes entre eux, donc ce qu'on appelle les RICS? Si vous voulez, c'est pas mal dur, pour être honnête, parce que voilà, on n'est pas forcément des grands théoriciens, même si on s'appuie sur les travaux qui ont été faits par de nombreuses personnes. Je pense à Marouane Mohamed notamment. On s'appuie sur pas mal de travaux. Sociologue. De ce sociologue Marouane Mohamed, oui. Donc c'est assez compliqué. Là, ce qu'on a lancé à l'origine, c'est déjà, on veut mettre fin au discours de stigmatisation, au discours de violence politique à l'égard notamment des mamans. En fait, si vous voulez, le fait que à chaque violence, à chaque chaque moment de délinquance, on accuse les mamans, les parents, la pression d'arrêter les allocations sociales, et on menace, etc. On menace, en fait, c'est pas possible. Comme si c'était une question de volonté des parents d'exercer leur autorité ou pas. Ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a un moment donné, je vais vous reprendre l'exemple de la maman de mon quartier, moi, qui a vécu des violences conjugales. Déjà, elle avait vécu des violences conjugales. Quand elle est partie porter plainte, c'était compliqué. Pour que la police la prenne au sérieux. Ça a été compliqué. Donc, elle a mis du temps. Et quand elle a réussi, son ex-mari a été donc en prison, mais derrière, il n'y a rien qui est mis en place pour la protéger. Son ex-mari va ressortir de prison bientôt, il n'y a rien qui est mis en place pour la protéger, et derrière, elle est dans le même logement, un logement totalement insalubre avec 7 enfants. Comment vous voulez qu'elle éduque ces 7 enfants? Comment vous voulez qu'elle le fasse? C'est d'un niveau d'absurdité qui est inimaginable. Donc moi, si vous voulez, nous, ça, on peut plus l'accepter. Donc il n'y a pas de services sociaux dignes de ce nom qui, dans ces cas-là, interviennent. Non seulement dans l'intérêt de cette famille, mais dans l'intérêt de tout le monde, évidemment. Alors, elle a fait des demandes d'être prioritaire pour changer de logement, parce que dans tous les cas, son bâtiment est censé être détruit, parce que on parlera aussi de la rénovation urbaine, ce que ça implique, mais son bâtiment est censé être détruit bientôt, mais ces demandes, justement, que ce soit service de la ville ou que ce soit auprès du bailleur reste sans réponse à chaque fois. Donc elle n'est pas prise prioritairement, alors que là on parle de questions de sécurité physique pour elle. Donc voilà. Et je sais pas ce que je le redis. Elle a des gamins qui vont se doucher chez les voisins très souvent parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment ce système ose accuser les mamans en fait, qui très souvent les mamans, là je prends le cas des mamans seules, qui sont très nombreuses dans les quartiers populaires,
comment ce système ose les accuser. Ce qui veut dire plein d'ados, en fait, qui sont, dans une large mesure, livrés à eux-mêmes s'il n'y a pas d'autres cadres. Bien sûr. Et alors, comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce qu'il y a une logique de sensibilisation aussi pour faire prendre conscience autant que possible aux jeunes eux-mêmes que cette violence-là, la diriger les uns contre les autres, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Est-ce que vous avez oui, bien sûr. En fait, là, on va faire des le pistes tour. là-dessus? Alors là, déjà, on fait une première soirée de discussion ce samedi soir, mais bon, ça sera sur Paris, donc ça sera très centré, parce qu'on va réunir justement des jeunes qu'on a un peu partout, mais après, on va faire le tour des quartiers où on est implanté. Donc je pense aux Indes, à Sartrouville, je pense à Massy-Palaiseau dans le 91, il y a plein de villes où on est pas mal implanté, à faire une tournée de quartier de discussion autour de ces sujets-là. Il faut savoir qu'il y a énormément de villes où il y a des morts, il y a eu des morts. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je le redis, cette stigmatisation, elle est pas possible, parce qu'en fait, nous on a perdu des gens. Enfin, vous voyez, c'est pas... Nous, on connaît des gens soit qui sont morts, soit qui sont en prison parce qu'ils en ont tué d'autres ou qu'ils en ont mis dans le coma ou je ne sais quoi. On joue pas avec ça. Donc, en fait, il faut déjà que on arrive à permettre des cadres de discussion pour celles et ceux déjà qui sont choqués et qui ont besoin d'évacuer une parole. Parce que si vous voulez, cette violence-là, et je vais reprendre un peu une logique de pensée fanonienne, mais cette violence-là, de chaque mort, chaque rixe, qui est intériorisée, à laquelle on donne aucun espace de discussion, aucun espace pour faire sortir la parole, elle crée juste une violence intériorisée encore plus. Vous voyez, il y a des violences dans les lycées, qu'est-ce qu'on fait? On met 3 policiers devant le lycée. Ça crée juste un écosystème de la violence. Baisser le climat de violence en réalité. réalité. Non. Et ça crée cette atmosphère du virilisme, de la violence, vous voyez, du contrôle d'identité, tout ça. Ça crée ça. Et ça participe de la violence ensuite qui est répertoriée, répétée, répercutée entre les jeunes eux-mêmes. Et si vous voulez, je vais finir sur ça. C'est le plus malheureux, c'est quand on en arrive à ce que... vous voyez, quand cette violence, elle s'exprime à travers des émeutes après la mort d'un jeune, c'est des émeutes, c'est des révoltes, souvent avec un message politique, anti-système. Voilà, c'est violent, mais c'est contre le système. Là, c'est de la violence entre nous, quoi. Enfin, c'est des jeunes qui tuent d'autres jeunes et qui vont en prison et qui sortent de prison, qui vont dans des prisons totalement insalubres. Enfin, pour prendre des chiffres, Fleury-Mérogis, on est à plus de 150% d'occupation, de taux d'occupation. La plupart des prisons, là, que ce soit la Santé, à Paris, Fresnes, on a des taux d'occupation qui sont à plus de 120% la plupart du temps. Donc, Fleury-Mérogis, il y a une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme, il y en a eu plein. Il y en a régulièrement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, l'État ne remplit absolument pas ses obligations minimales dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il ne se donne même pas les moyens d'un traitement pénal de la question sociale, qui est déjà en soi de toute façon un problème. Donc, c'est-à-dire que même sur le volet répressif, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc aucun modèle des fermetures de toutes les MJC, de tous les espaces de dialogue, de prévention en amont. Aussi les métiers d'éducateurs qui ne sont absolument pas des métiers mis en avant. Je veux dire, enfin voilà, c'est des métiers précaires dans lesquels on devrait largement investir pour les revaloriser, qui sont plus que nécessaires à la vie de nos quartiers. Donc il y a cette nécessité-là, c'est les revendications politiques qu'on porte véritablement vis-à-vis des pouvoirs publics, parce que c'est le problème de l'État, tout ça. C'est les défaillances de l'État qui produisent ça. Donc voilà, revaloriser le métier d'éducateur, revaloriser, remettre en place des espaces de MJC, de discussion, les colonies de vacances qui sont des moments aujourd'hui centraux dans la construction de nos jeunes et dans la prévention à la délinquance, et ensuite à la délinquance et aux violences et aux rixes, et ensuite dans le volet répressif. Enfin, c'est pas possible que on mette des jeunes dans des prisons où ils vivent dans moins de 9 mètres carrés par personne, et que du coup c'est condamnable par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est des conditions de vie totalement indignes. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, là dans le débat qu'on fait samedi soir, on invite un militant qui s'appelle Youv, donc qui a fait 20 ans de prison, et qui explique qu'est-ce que vous voulez faire. Enfin, on a 23 heures de détention en cellule et 1 heure de promenade où pendant l'heure de promenade, il faut faire le bonhomme parce que c'est tout ce qui nous reste et qu'il faut se protéger soi-même. Donc il faut aller faire de la musculation,
tout ce qui reste, c'est tout ce qui reste. Vous mettez des gens dans des conditions de détention indignes, dans des milieux dans lesquels il est nécessaire d'être violent, il est nécessaire d'être solide, il est nécessaire d'être dur. Comment voulez-vous que quand ces jeunes sortent de prison, derrière ils se réinsèrent et que la violence diminue dans nos quartiers? L'État, et je vais vraiment, je vais le dire, cette phrase-là, elle est importante, l'État crée la violence et l'État crée la nécessité d'être violent pour survivre dans nos quartiers. C'est ça, ça le véritable problème. Je vous remercie de m'avoir reçu. Enfin, ça fait du bien d'avoir des espaces politiques où on peut un peu porter ces questions-là autrement que par la question de la répression. J'invite les personnes qui suivent à nous suivre sur les réseaux sociaux et à voir un peu ce qu'on fait. Nous, on va essayer Là, on lance aussi une campagne de financement parce qu'en fait, on a besoin d'aide pour justement cet espace autonome. Il a besoin d'aide parce que sinon il a du mal à vivre, pour réunir pour créer justement ces espaces de solidarité concrète et de rencontres pour nos jeunes. Quand vous dites les réseaux sociaux, vous êtes sur quels réseaux sociaux? On est sur Instagram, Red Jeune, sur TikTok aussi et sur Facebook. Okay. Donc voilà, les gens peuvent nous suivre, peuvent nous aider s'ils en ont envie, peuvent nous rejoindre également. C'est laborieux, c'est un travail compliqué. On arrive... Moi, je dis souvent, la première des choses qu'on doit faire, c'est, quand on est dans une action militante, c'est d'essayer juste de discuter avec les jeunes et pas forcément d'arriver avec des solutions toutes faites ou quoi. C'est pour ça que très souvent on arrive avec des tracts quand on va organiser des actions, des tracts où il n'y a pas de proposition en tant que telle. On fait des analyses de plusieurs choses. Là, on avait fait l'année dernière un tract sur les contrôles aux faciès. L'objectif, c'était surtout de créer une discussion avec les jeunes qu'on avait en face de nous. Et c'est marrant parce que en partant du contrôle aux faciès, je me rappelle de discussions avec des jeunes dans le 91, en partant du contrôle aux faciès, on était arrivé à la question on n'a pas de salle, on n'a pas d'espace. Et c'est le truchement de comment on en arrive de là à là, il est un peu, on peut se dire, c'est pas logique. Mais en réalité, ça l'était, parce qu'en fait, on a commencé à parler de contrôle aux faciès, donc d'occupation de l'espace public, duquel sont privés la plupart de nos jeunes. Et puis petit à petit, la discussion elle a avancé, et on est arrivé sur la question spécifique du manque d'espace, du manque de lieux, du manque de salles mis en place par les municipalités pour nos jeunes. Et donc, je le dis, j'invite celles et ceux qui voient l'interview à nous rejoindre, à venir nous donner un coup de main, parce que c'est nécessaire. Alors c'est compliqué, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour mieux comprendre aussi ce qu'on affronte. L'État bourgeois capitaliste, c'est ça qui est produit dans la vie réelle des gens. Et voilà. Donc nous, ce qu'on essaye d'être à notre petite échelle, c'est cette association qui essaye au mieux de comprendre le système qu'on combat et d'essayer d'y apporter des grilles, surtout aux premiers concernés, aux personnes qui subissent. On ne va pas tout révolutionner, mais si on arrive à ce qu'il y ait 5-6 jeunes par an qui arrivent à vraiment se former politiquement et à acquérir une solidité, même dans le discours, pour nous c'est très très important, c'est ça qu'on essaye de faire au maximum. Merci beaucoup. Merci à vous. Yacine Benyetou, secrétaire national donc du Red Jeune, Rassemblement pour l'égalité et la démocratie, qui s'adresse aux jeunes des quartiers populaires. Merci d'être venu nous présenter cette association, votre campagne donc, actuelle que vous lancez contre les rixes entre jeunes. Et puis je rappelle aussi que vous êtes partie prenante parmi de nombreux collectifs de l'initiative Faire Bloc, Faire Peuple, qui aboutira en novembre prochain, je crois. 16 novembre. Le 16 à une manifestation nationale. Bien sûr. Merci à vous. Merci.